Salut à tous, c'est Ben, je suis content de vous retrouver. C'est avec une grande émotion que je vous annonce que c'est la fin des récaps. C'est la fin des récaps, au moins pour cette saison, car oui, la 30e journée et donc dernière journée du championnat vient de s'écouler. Qui dit dernier récap dit bientôt le début des playoffs, et là on va rentrer dans un autre cycle absolument passionnant. Avant ça, je voulais revenir quand même avec vous en images sur ce qu'il s'est passé sur le terrain pour la dernière journée. Il y avait énormément d'enjeux. Regardons tout de suite ça avec les résultats. Alors, il y avait des matchs qui étaient sans enjeu pour certaines équipes, et au contraire, il y avait d'autres matchs où il y avait un très fort enjeu. Je vous rappelle qu'en jeu, il y avait notamment la première place et surtout l'ordre des équipes qui vont disputer le play-in dès demain. Alors, je vais commencer quand même par dire quelques mots sur le match qui opposait La Rochelle et Le Mans. Deux équipes qui ne jouaient rien, La Rochelle descend déjà, tandis que Le Mans était assuré de terminer à la 6e place. Et bien au final, ce match a tenu toutes ses promesses. Si La Rochelle a été menée une grande partie du match, et notamment en première mi-temps, l'écart a flirté avec les 20 points, et bien La Rochelle a su s'accrocher et nous a offert une fin de match absolument irrespirable qui a été jusqu'en prolongation malheureusement remportée par les Manceaux. Malheureusement, car oui, je suis supporter et abonné du Stade Rochelais Basket. Ensuite, il y avait un match là à très fort enjeu entre le SLUC Nancy et Paris Basketball. Pour le SLUC Nancy, l'objectif c'était de gagner et surtout de préparer le play-in. Pour Paris Basketball, c'était de gagner ce match pour espérer terminer à la première place. Ensuite, nous avions un CSP Limoges qui recevait pour son dernier match de la saison à Beaublanc-Saint-Quentin. Limoges avait déjà validé son maintien et n'avait d'autre enjeu que de bien terminer devant son public. Côté Saint-Quentin, par contre, il fallait impérativement gagner pour espérer se qualifier pour le play-in, en espérant dans le même temps une défaite au cas où du BCM Gravelines. Au final, ça a été une victoire de Limoges, pas forcément la meilleure manière pour Saint-Quentin de préparer son play-in. Ensuite, Chalon-sur-Saône n'a fait qu'une bouchée des Monégasques. Là, ça peut paraître très étonnant, on le sait que Chalon-sur-Saône est l'équipe en forme du moment, très performant, notamment à domicile. Là aussi, une très mauvaise opération pour Monaco, donc qui a clairement dit adieu à la première place, et surtout, en jouant quand même, en alignant ses stars, eh bien, ce n'est clairement pas la meilleure préparation du Final Four, avec une première rencontre qui opposera Monaco à l'ogre grec, l'Olympiakos. Ensuite, le Portel Nanterre 92, pas d'enjeu, mais quand même une petite pression supplémentaire pour le Portel qui va disputer dès mardi soir son premier tour de play-off face à la Chorale de Roanne. Alors oui, pour le Portel, ce match était l'occasion d'intégrer leur nouveau joueur Aaron Levaretti, qui nous provient d'Évreux justement en Pro B, et surtout de préparer et de bien s'entraîner pour les matchs qui vont arriver pour le Portel, qui vont être très importants. Ensuite, il y avait là aussi une répétition générale entre Bourg-en-Bresse et Cholet Basket, puisque ces deux équipes vont tout simplement s'affronter en quart de finale des playoffs. Une victoire de 3 petits points des Choletais, clairement, ça va être une série qui promet. Et ensuite, sur les deux derniers matchs, l'Asvel a fait le taf, voilà, ils ont fait le travail avec une petite victoire de 1 point face à la JDA Dijon, qui décidément est également une équipe en forme. Ça tombe bien, ils vont affronter au premier tour des playoffs une autre équipe en forme, Chalon-sur-Saône. Et dans le dernier match, il n'y avait pas d'enjeu pour la SIG Strasbourg. Par contre, il y en avait énormément pour le BCM. Le BCM devait gagner au même titre que Saint-Quentin et espérer une défaite des Picards pour se qualifier pour le play-in. Il y a eu défaite justement de Saint-Quentin. Malheureusement, le BCM échoue à un petit cheveu d'une qualification pour le play-in avec cette défaite donc sur le parquet de Strasbourg, 91-88. Il va y avoir beaucoup de regrets chez les Maritimes, qui étaient encore une fois privés de 3 joueurs, Chris Babb, Thomas Corneli et Valentin Chéry. Voilà donc pour les résultats. Maintenant, on peut brièvement regarder le classement. Ce qui change, alors il n'y a rien du tout qui change sur la deuxième partie de tableau. Par contre, à partir du top 10, là c'est intéressant. On a désormais l'ordre des qualifiés pour les playoffs et l'ordre final des qualifiés pour le play-in, avec une 7e place grâce à sa victoire face à Monaco, qui revient à Chalon-sur-Saône, qui va donc affronter au premier tour du play-in la JDA Dijon. Ça va être un derby entre les deux équipes bourguignonnes. Et dans le même temps, l'autre affiche du play-in, en tout cas pour le premier tour des play-in, opposera le SLUC Nancy à Saint-Quentin. Tandis qu'en haut du tableau, dorénavant, on connaît l'ordre des 3 premières équipes. C'est le Paris Basketball, termine donc à la première place de la saison régulière, secondé par l'Asvel, et enfin, c'est Monaco qui ferme la marche. Nous aurons donc une opposition en quart de finale entre Monaco et Le Mans. Voilà, ça va être les retrouvailles. On va retrouver
Cholet face à Bourg-en-Bresse, ça, effectivement, on le savait déjà, et il va falloir encore attendre un petit peu pour savoir qui affrontera Paris Basketball et l'Asvel au premier tour des playoffs. Alors, ce qui est aussi intéressant de noter, c'est tout simplement le tableau final, puisque le vainqueur entre la série qui opposera l'Asvel au qualifié du play-in, affrontera ensuite en demi-finale le vainqueur de la série entre Monaco et Le Mans. Et si l'Asvel passe, qu'importe l'adversaire, que ce soit Le Mans ou Monaco, on sait déjà qu'on aura une première demi-finale qui va être très intéressante à regarder. Et dans l'autre partie de tableau, tout simplement, Paris aura donc l'avantage du terrain jusqu'à la finale, et là aussi, ça nous promettra une très belle opposition si Paris se qualifie, bien sûr, et sort de son quart de finale face au vainqueur de Cholet Basket face à la JL Bourg, deux équipes qui ont été très séduisantes cette saison et qui, à coup sûr, vont proposer une belle opposition au Paris Basket, encore une fois, si Paris Basket se qualifie. Maintenant, traditionnelle revue des différentes actualités, je ne vais pas faire le tour de tous les mouvements, de toutes les blessures et de toutes les absences qui ont eu lieu, je vais plutôt me focaliser sur celles qui vont compter à partir de maintenant, c'est-à-dire pour les équipes qui vont être engagées pour les playoffs ou le play-in. Avant ça, tout de même, je voulais faire une petite mention à David Lighty. Vous avez sûrement vu passer les publications de l'Asvel sur les réseaux sociaux. David Lighty, il a tout simplement inscrit son 5 millième point avec l'équipe de l'Asvel. C'est historique, voilà, c'est un record comme on en fait très peu. Je sais pas si on se rend compte, inscrire 5000 points en carrière, c'est déjà pas mal, mais alors avec un seul et même club, c'est tout simplement fantastique. Une grande longévité par David Lighty qui fait partie des cadres de l'Asvel et qui possède un très gros temps de jeu cette saison. Son total de points risque de monter encore avec les playoffs et j'espère, voilà, j'ai une petite pensée quand même pour son acolyte maintenant depuis de longues années, Charles Cahudi. Ça fait maintenant pas mal de semaines, pas mal de mois même qu'il est blessé. J'espère quand même qu'on reverra Charles Cahudi pour les playoffs, au moins sur quelques matchs, qu'il ait l'hommage qu'il mérite, puisque Charles Cahudi devrait effectivement prendre sa retraite à la fin de la saison et intégrer le staff technique de l'Asvel. Bon, maintenant sur les autres infos, et je vais continuer avec l'Asvel, les derniers matchs ont permis d'observer le retour de Geoffrey Lauvergne. L'Asvel, donc mis à part Charles Cahudi, affiche un effectif désormais au complet. Très bonne nouvelle pour les Rodaniens à l'entame des playoffs. Du côté de l'Élan Chalon, désormais, au dernier match, c'est Zeljko Sakic, l'intérieur qui avait été absent. Il est revenu ce week-end, il a offert une belle prestation qui a permis à son équipe de corriger, c'est le mot, l'AS Monaco. Du côté de la JL Bourg, il y avait eu une alerte à l'émitant au genou face à Monaco. Il n'a pas disputé le dernier match. Ça avait été annoncé dans la presse, notamment sur Bibasket, que la JL Bourg n'allait pas prendre de risques, allait mettre Hugo Benitez au repos. Il y avait également des doutes au sujet de Ty Webster. Ty Webster a tenu sa place face à Cholet. Je pense quand même que Hugo Benitez va jouer effectivement la série et notamment le premier match face à Cholet. Du côté des blessures, il y en avait une autre du côté du MSB. On sait déjà que Trevor Hudgins et Tashon Thomas étaient blessés et n'ont pas disputé le dernier match face à La Rochelle. Loïs Grassoff également s'est blessé lors du dernier match du MSB et n'a pas joué le match face à La Rochelle. À voir s'il sera disponible pour disputer les playoffs. Rien n'est moins sûr, en tout cas c'est dommage car il apportait de plus en plus et surtout il permettait de donner de bonnes minutes pour faire souffler les cadres manceaux. Le Mans va pouvoir se réjouir puisqu'ils vont enregistrer très prochainement le retour de Trevor Hudgins pour démarrer les playoffs. Maintenant, vous en avez l'habitude, je vais faire un petit focus sur les cartons de la journée et je peux vous dire que pour cette dernière journée, il y avait des joueurs qui avaient des choses à prouver ou des contrats à aller chercher car il y a eu des performances absolument monumentales. Je ne vais pas faire le focus sur 3 joueurs, mais 8. Voilà, il y a pas mal de joueurs que je n'ai pas pu départager, donc voilà, je vais vous balancer ma shortlist des 8 joueurs qui ont effectué des cartons ce week-end, à commencer par 2 joueurs de l'Élan Chalon. Dusan Ristic, pour commencer, l'intérieur serbe a tout simplement écœuré les intérieurs monégasques avec sa capacité à tirer à 3 points. C'est peut-être le meilleur shooting big man qu'on a cette saison en Betclic Elite. Avec son adresse à 3 points, il a permis d'écarter les défenses et quand ça fait ficelle, l'Élan Chalon devient une équipe vraiment très difficile à défendre. 20 points, 11 rebonds, 27 d'évaluation pour le géant Dusan Ristic qui a été très bien secondé par son coéquipier américain.
Zach Cuthbertson, l'ailier, a été également au four et au moulin, 21 points, 7 rebonds et lui aussi avec la modique évaluation de 27. Ensuite, dans un match sans enjeu, mais là aussi je le disais, le Portel est en pleine revue et en pleine préparation des playoffs de Pro B, eh bien Mathieu Boyer a sorti son épingle du jeu avec un beau double-double, 13 points et 11 rebonds pour 27 d'évaluation. Très intéressant, la dynamique qu'affiche Mathieu Boyer sur cette fin de saison. Le Portel commence à avoir de solides arguments dans la raquette avec le renfort également de Aaron Leverity et un Jack Nunge toujours très précieux. Enfin, pour terminer avec ce quatrième joueur sur ce visuel, eh bien comment ne pas parler de Clément Frisch? Et oui, Clément Frisch qui a annoncé du côté de Baskonia pour découvrir l'Euroleague à la rentrée en Espagne, eh bien il s'est offert une dernière très belle performance, 21 points, 3 rebonds, 3 passes pour 27 d'évaluation. Très belle performance, mais dans la défaite pour Clément Frisch. Mais ce n'est pas tout, il y a encore 4 autres joueurs qui ont effectué des cartons. Je vais commencer par un joueur de la SIG Strasbourg, le Sigman Troy Caupain. Alors Troy Caupain, il affiche l'une des plus grosses évaluations de la journée. Certes, Strasbourg jouait sans enjeu, mais ça a clairement libéré le poignet de Troy Caupain avec ses 26 points, 4 rebonds et 6 passes décisives pour 32 d'évaluation. Eh bien, il a porté son équipe dans la victoire face au BCM Gravelines. Ensuite, et je crois que c'est la première fois de la saison, peut-être la deuxième, il y avait eu peut-être un Tom Digbeu qui avait dû être exceptionnel sur un ou deux matchs, mais je vais cette fois parler de 2 joueurs de La Rochelle et je vais commencer par le poste 4 shooter, Ryan Hawkins, qui nous a crédité bien tout simplement de son meilleur match de la saison, pas forcément au meilleur des moments, mais il a été vraiment très complet et surtout il a été très adroit. 26 points, 10 rebonds et 3 passes décisives pour 34 d'évaluation pour Ryan Hawkins qui a été tout simplement majestueux. Majestueux, c'est aussi un terme que je pourrais utiliser pour qualifier la performance majuscule de Mathéo Leray pour son dernier match sous les couleurs du Stade Rochelet Basket. Eh bien, il a tout simplement battu son record de points en carrière avec 35 points. Il a clairement pris les choses en main. La raquette du MSB a été un petit peu bouchée. Les lignes de passe, voilà, pour servir Djibril Bello étaient coupées. Bah, pas de souci, Mathéo Leray, il a fait valoir qu'il avait aussi des talents au scoring, ce n'est pas uniquement un passeur. Et voilà, 35 points pour son dernier match avec 3 rebonds, 10 passes décisives, énorme double-double, 29 d'évaluation. Il a presque offert la victoire à La Rochelle. Ça n'a pas été le cas, mais on le reverra sur les parquets de la Betclic Elite l'année prochaine. Et rien que ça, eh bien, ça donne la banane. Et enfin, eh bien, comment ne pas parler de leur adversaire du soir, celui qui, pour moi, a eu la ligne de stats la plus monumentale de la journée. C'est tout simplement le futur drafté Noah Penda. Noah Penda, il a clairement roulé sur la raquette de La Rochelle. Il a été au four et au moulin, au point, au rebond, au contre. Il a mené le jeu également. Regardez-moi cette ligne de stats. 18 points, 13 rebonds, 8 passes décisives, 3 contre, 34 d'évaluation. Je pense qu'il n'y a rien à dire de plus. Voilà, le petit frère de Gershon Yabusele, alors ce n'est pas son frère, mais il pourrait aussi avoir le surnom de Dancing Bear. Il a été tout simplement impressionnant. Voilà, j'ai été aux premières loges pour voir le match. J'ai très hâte de voir à quelle position il sera drafté. Je vous rappelle qu'il a été élu meilleur jeune de la saison de Betclic Elite 2024-2025. Grand bravo à toi, Noah Penda. Et une fois n'est pas coutume, je vais terminer avec les déclarations et je vais commencer par m'intéresser à la déclaration d'un coach qui a été forcément très content, même si maintenant c'est directement focus sur le play-in. Je vais parler du coach de l'Élan Chalon, Elric Delors. Alors Elric Delors, il s'est notamment exprimé suite à la série qui va attendre son équipe face à la JDA Dijon. Il a déclaré: c'est un derby, Dijon est comme nous en cette fin de saison, une équipe en forme. Je pense que ça va être un gros match, il y a 1-1 entre les deux équipes et chacune a gagné à l'extérieur. C'est un match pour les playoffs et je préfère effectivement le jouer devant notre public pour avoir ce supplément d'âme. Cela nous donne une énergie, on a le sentiment d'être 6 ou 7 sur le terrain, tellement le public nous pousse. On se démultiplie, on est plus actif, on court plus. Ce public-là est extraordinaire. C'est vrai que depuis un paquet de matchs maintenant, sur la deuxième partie de saison, et notamment depuis que Elric Delors a repris en main l'équipe, eh bien, l'Élan Chalon est tout simplement intraitable au Colisée, offensivement comme défensivement. Des deux côtés du terrain, et on voit même qu'avec, eh bien, je vais pas dire la montée en puissance, mais plutôt la descente en puissance de Jeremiah Hill, qui n'est plus sur son petit nuage, eh bien,
pas de souci, le reste de ses coéquipiers fait le taf, et c'est vraiment tout le collectif chalonnais qui est très impressionnant, bien poussé par un public du Colisée qui porte vraiment son nom de 6e homme. Ce qui va nous promettre vraiment une excellente rencontre de play-in entre Chalon et Dijon. C'est presque dommage qu'on n'ait pas cette série en play-off sur 3 matchs. Ensuite, je vais parler du coach du MSB, Guillaume Vizade, voilà, qui a eu l'occasion également de revenir en conférence de presse sur l'affrontement qui va attendre son équipe face à Monaco, l'ogre de la division. Le fait qu'il y ait eu un chassé-croisé nous a donné un match très disputé et c'est intéressant de voir que l'équipe a su faire les petites choses pour l'emporter. On va se préparer à affronter la plus grosse équipe de notre championnat en termes de moyens, de talent, d'expérience, de niveau dans les compétitions européennes. Monaco est dans le top 8 de l'Euroleague de manière récurrente et on sait que répéter des matchs contre eux est très difficile. Ça va être un énorme challenge. Effectivement, déjà, Guillaume Vizade s'est exprimé au sujet de ce match au final qui a été très disputé face à La Rochelle. C'est peut-être au final pas une mauvaise chose. Le fait d'avoir vu un Le Mans pousser dans ses retranchements et d'avoir dû faire la différence en prolongation, c'est peut-être ce qu'il y avait de pas plus mal pour Le Mans. Voilà, c'est une piqûre de rappel, comme quoi il ne faut jamais se relâcher. Et face à un adversaire du calibre de Monaco, clairement, il ne va clairement pas falloir se relâcher et il va falloir être dans l'intensité. On verra si Monaco va réussir à se qualifier pour la finale de l'Euroleague. En tout cas, quand ils disputeront les playoffs, Monaco sera en mode focus. Ils ont un titre à défendre. Ça va être les premiers playoffs de Betclic Elite pour Vassilis Spanoulis. Et clairement, cette saison, Monaco a une revanche à prendre sur Le Mans, puisque Le Mans avait tout simplement gagné la Leaders Cup face à Monaco. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et donc de ce dernier récap de la saison régulière de la Betclic Elite. J'ai été très content tout au long de l'année de vous faire vivre et de vous rapporter ce qu'il s'était passé sur les différents parquets. N'hésitez pas à me dire si ce format de récap vous plaît pour l'année prochaine. Voilà, j'hésite encore à reproduire ce format l'année prochaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que ça continue. Et puis, je vais vous préparer quand même un petit peu de contenu pour pouvoir suivre ou débriefer en tout cas des playoffs. Et surtout, je ferai un très gros bilan de ce qu'il s'est passé sur la saison et de ce qu'il faut en retenir. Et d'ici à ce qu'on se reparle des playoffs, je sortirai l'épisode 2 de la série qui concernera, je vous le rappelle, les joueurs français assignés pour des clubs qui ambitionneront de disputer les playoffs l'année prochaine. Allez, c'était Ben, je vous dis à bientôt et bon playoff, bye bye.